tout de suite, sans plus attendre, je vais laisser la main à Céline pour introduire et rappeler le cadre dans lequel se déroulent ces webinaires. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Antoine. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Alors moi, pendant un bref instant, je vais vous resituer pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le réseau des pionnières et pionniers de l'innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté. Donc le réseau des PIP, c'est un réseau d'agents et d'agentes qui se forment aux méthodes de la facilitation de l'intelligence collective et plus globalement de la coopération pour faire évoluer leurs pratiques et puis plus globalement pour diffuser à leur collectif de travail. Donc, ce réseau, il a été créé en 2018. Il s'inscrit dans le cadre d'une entente partenariale entre donc, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le CNFPT de Bourgogne-Franche-Comté et le SGAR de Bourgogne-Franche-Comté, auquel qu'ont rejoint des collectivités, des services de l'État, donc à travers l'adhésion à une charte d'alliance qui sont donc la communauté d'agglomération du Sénonais, le conseil départemental de Lyon, la préfecture de Haute-Saône, le SGRA et le SIDEC du Jura. Donc ça, c'est notre cadre d'intervention. Et dans ce cadre-là, on a trois axes de coopération. On a un programme donc de formation, de déformation à l'intelligence collective et à la coopération sous l'égide du CNFPT. Donc ce programme, il est ouvert à l'ensemble des agents et agentes des collectivités, mais également ouvert aux agents et agentes des services de l'État. Donc vous pouvez vous former à la facilitation ludique, à la facilitation graphique, à la facilitation grand groupe, à la coopération et bientôt donc au nouveau récit. Donc à travers une formation qui était prévue initialement en mai et qui donc est reportée en décembre. Donc toutes ces informations, vous les avez et sur le site du CNFPT et sur le site web des PIP, donc à réseaupip.fr. Je vais vous le partager dans la conversation. Donc, premier axe, programme de déformation. Deuxième axe, le mois de l'innovation publique. Donc, on co-organise chaque année et qui a lieu en novembre. Donc, à nouveau, sur le site du réseau des PIP, vous pouvez trouver les informations donc, sur ce mois de l'innovation publique. Et d'ailleurs, nous sommes en période de conception et d'apport d'idées donc, de ce mois de l'innovation publique. Donc, vous pouvez encore proposer des idées puisque l'objectif, c'est que, eh bien, il soit le plus coopératif possible. Donc, n'hésitez pas. Et puis, le troisième axe de coopération, ce sont les brigades de l'innovation publique. C'est un dispositif unique en France qui permet à des agents et des agentes publics d'aller intervenir ponctuellement au bénéfice d'autres services publics, d'autres collectivités que la leur, via notamment le CNFPT. Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur réseaupip.fr. Donc, n'hésitez pas, je suis disponible pour toute information complémentaire. Et puis, le dernier axe, et je vais passer la parole à Guy Perretz, donc c'est eh ben, le fait de défricher des sujets. Et donc, cette année, sous l'égide de Guy Perretz et d'Antoine Berechowski, nous avons choisi de défricher le propos des nouveaux récits. Guy, je te passe la parole. Merci Céline, bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Guy Peretz, je suis chargé de mission transition écologique au département de Lyon et je co-anime, comme ça vient d'être dit avec Antoine et Céline, ce cycle de webinaire dédié à l'usage des récits, des nouveaux récits au service de la transformation écologique et sociale et solidaire des territoires. Donc, comme ça a été dit également, nous avons eu un premier webinaire en décembre 2024 au cours duquel Daniel Kaplan nous a planté le décor de ce que c'est l'imaginaire et plus particulièrement les récits dans quel rôle ils ont dans notre vision du monde et la façon de faire société. Le second webinaire, en février dernier, a présenté l'expérimentation conduite par le CEREMA et la Fédération nationale des Scots sur 4 territoires de typologie variée, urbains, ruraux, littoraux, pour élargir un peu la vision prospective via les récits et construire des schémas de cohérence territoriale qui s'inscrivent dans des trajectoires soutenables, souhaitables. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benoît Thévard de la Fabrique des Transitions, pardon, un acteur majeur de l'accompagnement des territoires dans leur parcours de transition et de transformation. Donc sans plus attendre, je te passe la parole, Benoît, pour te présenter et nous présenter l'expérience de la Fabrique des Transitions et notamment comment vous avez conceptualisé à partir de cette expérience, de ces expériences, les 5 dimensions de la mise en récit qui sont à mobiliser pour une transition réussie. Benoît, tu as la parole.
Merci Guy, bonjour à toutes et tous, et un grand merci à Céline, à Antoine pour leur confiance et de m'avoir invité à l'occasion de cette séquence, de ce webinaire sur la mise en récit. Peut-être effectivement juste quelques mots pour me présenter personnellement, puis ensuite présenter la Fabrique des Transitions. Vous dire que voilà, j'ai eu un parcours de transition à moi-même puisque j'ai commencé par travailler dans l'industrie aéronautique et puis depuis une vingtaine d'années, je consacre ma vie plutôt aux enjeux de transition écologique, un accompagnement des territoires. J'ai été conseiller en cabinet de région, j'ai été consultant sur les enjeux de prospective, j'ai fait des scénarios prospectifs au niveau régional et au niveau aussi pour le Parlement européen. Aujourd'hui, en effet, j'ai intégré l'équipe de la Fabrique des Transitions en tant que chef de projet et je pilote actuellement un programme d'accompagnement avec deux régions, région Occitanie et Grand Est, et 17 territoires qui sont accompagnés dans ces deux régions. Donc voilà aujourd'hui l'essentiel de mon activité. Et donc je vais vous partager mon écran pour commencer cette présentation. Est-ce que c'est bon? On voit bien mon écran? Ok, super. Euh, L'idée de cette séquence, c'est effectivement de vous dire d'abord ce qu'est la fabrique des transitions, parce que il est, me semble-t-il, important de comprendre d'où ça sort, cette histoire de méthodologie de mise en récit, et voir aussi comment aujourd'hui, enfin, d'où sont sortis tous les exemples que je vais pouvoir, je vais pouvoir apporter. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure, eh bien, de la présentation, voilà, Guy puisse retransmettre les questions que vous vous posez. On fera quelques points d'étape régulièrement pour que vous puissiez justement exprimer voilà, des besoins de précision ou des interpellations. Euh, donc d'abord, voilà, la fabrique des transitions, qu'est-ce que c'est que cet objet un peu étrange? En fait, moi personnellement, je suis salarié c'est une association de loi 1901 qui en fait anime une alliance, ce qu'on appelle une alliance à l'échelle nationale. Donc en fait, la fabrique des transitions, c'est un réseau national informel où les membres sont signataires d'une charte, la charte de la fabrique des transitions. Et donc, aujourd'hui, il y a à peu près 400 organisations qui sont signataires, des collectivités, des ONG, des cabinets de consultants, des instituts de recherche, des universités, etc. De la collectivité, on va de la petite commune de 150 habitants à la grande métropole. Bon, bref, on a une très grande variété d'acteurs qui sont membres et signataires de cette alliance, et puis à peu près 1000 personnes. Bon, voilà. Et en fait, toutes ces personnes-là, eh bien, toutes ces organisations sont signataires d'une charte qui part en fait du principe que aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est que globalement, et je pense que toutes les personnes qui sont présentes à cette visio sont conscientes de l'urgence et de la nécessité de transformer les territoires. En revanche, on n'arrive pas à être à la hauteur. Voilà, on se fixe des objectifs à la fois au niveau réglementaire, mais aussi dans les SRADET des régions, dans les PLU, dans les SCOT, etc. Et dans le fond, en fait, on se rend compte que bien souvent, on n'arrive pas à être au rendez-vous des enjeux de transformation systémique qui sont pourtant nécessaires pour répondre aux besoins. Et donc, la question, c'est comment on arrive ensemble à monter en intelligence collective pour réussir ces transformations-là. Alors, la fabrique des transitions intervient de différentes manières. D'abord, en fait, on produit des communs. L'idée, c'est qu'à partir des enseignements que l'on tire, eh bien, on diffuse largement un certain nombre de ressources. Donc, notre site internet, les liens seront partagés, hein, mais regorge en fait d'un certain nombre de ressources, à la fois celles de la fabrique des transitions, on va dire de son équipe qui travaille dans l'association, mais bien sûr de tous les alliés qui partagent aussi également les retours d'expérience. Et puis, elle accompagne un certain nombre de territoires. Alors, il y a le réseau de villes pairs, où l'idée, c'est de mettre en lien des territoires entre eux. Donc, comme c'est le cas ici, où on voit qu'on a eu l'occasion de travailler avec
pas mal de territoires en France, avec des territoires aussi européens, en Italie, en Espagne, au Portugal, etc. Et puis, il y a aussi actuellement un partenariat avec une ville du Cameroun, où justement on est dans un système de ville paire entre la ville de Los Angeles, qui fait partie de nos villes inspirantes, et Yaoundé au Cameroun. Et donc, l'esprit est celui-là. En fait, on fait pas, enfin, la petite équipe de l'association Fabrique des Transitions ne produit pas de la matière comme ça à partir de rien. En fait, c'est une production qui vient des enseignements de ce qui s'est passé dans les territoires. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle des territoires pionniers, dont un certain nombre peuvent être listés ici. Donc on a la ville de Los Angeles, hein, dans le nord de la France, la ville de Maloney, territoire du Menez en Bretagne, ou la ville de Grande-Sainte, etc. Donc un certain nombre de territoires qu'on appelle pionniers parce qu'ils ont réussi à opérer un niveau de transformation systémique représentatif et significatif. Et donc, on utilise ces enseignements, on en tire des leçons et eh bien, on a lancé un premier accompagnement d'une dizaine de territoires au début des années 2020, les territoires pilotes. Et puis petit à petit, en fait, les territoires pilotes deviennent eux-mêmes, font une transmission. Alors, je t'en ai parlé tout à l'heure en introduction de Céline, parler des brigades avec des agents qui interviennent dans d'autres collectivités, etc. Ben, c'est aussi dans cet esprit-là, dans cet esprit du pair à pair, où on a en fait petit à petit plutôt un esprit de compagnonnage, où l'idée c'est que les territoires accompagnent les territoires et fassent monter tout le monde en compétences et en expérience, et que ça génère aussi évidemment énormément d'inspiration. Alors ça, c'est la manière dont on fonctionne, et donc on a des dispositifs, hein, donc actuellement, on a justement, vous parliez du fait que vous avez fait intervenir quelqu'un du CEREMA, donc actuellement, on est sur un gros programme Adaptation plus 4 avec le CEREMA, dans lequel justement on travaille la question du sensible et des enjeux de gouvernance des transitions. Il y a ce programme porté avec l'ADEME, pour lequel justement, moi j'accompagne des territoires dans deux régions en France. Et donc, on a participé au programme aussi Avenir Montagne Ingénierie par la NCT. Et donc, l'idée, c'est comme ça d'accompagner des territoires autant que possible en cohorte, c'est-à-dire des groupes de territoires qu'on va faire travailler ensemble, en plus d'avoir des accompagnements individuels. Donc, c'est de cette manière-là, si vous voulez, qu'on essaye de travailler autant que possible. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est d'accompagner la conduite du changement. L'enjeu, il est ici, en fait, c'est cette phase euh, de transition. C'est passer d'un état A à un état B, en sachant que quand on a dit transition, on a tout dit et on n'a rien dit en soi, hein. Transition, c'est passer d'un état à un autre, ça dit rien de l'état initial et des problématiques qu'il peut y avoir dans cet état, et ça dit rien non plus de l'état dans lequel on veut aller. Est-ce qu'on est d'accord sur l'état dans lequel on veut aller? Et donc concrètement, eh bien, en tout cas, le sujet, c'est comment on opère cette phase de transformation. Et en effet, on va aller travailler, donc là, c'est comme c'est précisé, trois cadres. Le cadre de pensée, voilà, quelle vision nous avons, quelle compréhension nous avons des enjeux de notre territoire, qu'est-ce qui s'y passe, est-ce qu'on partage la même vision de l'avenir, etc. Le cadre d'organisation, comment on travaille ensemble, est-ce qu'on est en transversalité dans les services, est-ce que les différentes délégations d'élus travaillent ensemble, est-ce que la collectivité travaille avec les citoyens, les acteurs socio-économiques, comment tout ce monde-là coopère, et enfin les cadres d'action. Quelles sont les actions qui sont portées pour mettre en œuvre ces transformations? Est-ce qu'elles font sens? Est-ce qu'elles sont cohérentes, etc. Voilà. Et donc, on va aller travailler dans notre accompagnement sur ces trois cadres-là. Et donc, on n'est pas uniquement sur, par exemple, un aspect technique où on pourrait dire on accompagne le développement des énergies renouvelables, ou etc. On est vraiment sur quelque chose de systémique sur ces trois niveaux-là. Et ça, c'est notre petit schéma de référence justement pour exprimer à quel endroit on se situe. En fait, il y a donc l'ancien monde, celui en fait qui est en train, comme on dit, un peu en train de mourir, auquel on se raccroche parce qu'il nous apporte un certain confort, une certaine facilité et puis surtout beaucoup d'habitude. Et donc, il y a une forme de résistance, hein, quand même à sortir de ce modèle-là dont on sait qu'il a évidemment un certain nombre de problématiques, hein, voilà, les problématiques d'émissions de gaz à effet de serre, de surconsommation de ressources, de pollution diverses et variées, etc., et d'inégalités, de disparition de la biodiversité, bref, énormément, en gros, le dépassement de toutes les limites planétaires. Donc,
cet ancien monde, en fait, on s'y accroche, on a du mal à en sortir. Et donc, on est dans cette phase, si vous voulez, où il faut faire le deuil. Et puis, il y a ce nouveau modèle de l'autre côté, qui aujourd'hui, en tout cas, eh ben, est pas très bien défini. Et donc, c'est pour ça au milieu, il y a ce qu'on appelle la période, la zone de brouillard. Voilà. On est dans cette zone dans laquelle on n'y voit pas très clair sur justement ce nouveau modèle vers lequel nous allons toutes et tous. Et dans ce brouillard, eh bien, il y a différents niveaux d'action, on peut appeler le multi-échelle. On peut parler des éco-gestes, on peut tout mettre sur le dos des éco-gestes en disant, ah oui, il faut que les citoyens fassent ceci, fassent cela. Il y a l'aspect citoyen, l'aspect local. Il y a le niveau global, avec les COP, la COP biodiversité, la COP climat, tous les enjeux qui sont traités au niveau des États, au niveau international, et bien sûr aussi les enjeux réglementaires. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a les territoires. Les territoires avec la nature, avec la vie qui s'y passe, avec les humains, avec le multi-échelle de la commune jusqu'au PETR, en passant par les départements, mais aussi l'État territorial, etc. Et donc, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on va aller travailler parce que c'est à ce niveau-là que le changement se matérialise. En fait, c'est là où se vit le changement, où se vit le quotidien des habitantes et des habitants. Et donc, nous, ce qui nous semble important, c'est justement de pouvoir connecter tous ces niveaux-là au niveau des territoires. Et pour tout ça, on a un référentiel. Et donc là, ça va être les deux dernières diapos, on va dire, pour présenter voilà, le référentiel Fabrique des transitions, qui est issu, encore une fois, des enseignements de ce qui s'est vécu dans les territoires accompagnés, mais notamment les territoires pionniers. D'abord, la question des quatre fantastiques. En fait, systématiquement, quand on mène des accompagnements, on fait en sorte de créer des délégations de ces quatre fantasy. Alors ça fait référence évidemment au Marvel, hein, ces personnages incroyables qui ont des super pouvoirs. Et donc indépendamment, chacun a effectivement des super pouvoirs. Mais si vous les mettez tous ensemble et que tous ensemble en fait ils unissent leurs pouvoirs, alors là c'est absolument incroyable. Et donc, en tout cas, on se rend compte que dans les territoires où on a réussi à faire travailler ensemble ces quatre fantastiques, eh bien, on a une capacité transformative qui est beaucoup plus importante. Donc, on fait en sorte de créer ces délégations avec les élus, les agents de la collectivité, avec l'État territorial, et puis les acteurs socio-économiques. Donc c'est finalement la partie la plus grande, hein, puisque là-dedans, on a les entreprises, les associations, les collectifs d'habitants, etc., et les habitants dans leur ensemble. Donc l'idée, c'est comment on arrive à faire travailler tout ce monde-là pour aller dans le même sens. Et donc c'est la raison pour laquelle, justement, quand on mène ces accompagnements, on est toujours sur ces quatre fantastiques qui sont mobilisés. Et enfin, et je vous le passe très rapidement, mais globalement, on a un référentiel, là aussi vous aurez les liens qui vous seront partagés, pour la conduite du changement. C'est les quatre fondamentaux de la conduite du changement. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que, en gros, je vais surtout détailler la méthodologie de mise en récit juste après, mais en gros, quatre fondamentaux qui sont créer, renforcer les conditions d'engagement, comment on fait en sorte que les habitants, les acteurs du territoire s'engagent dans le territoire et sur le long terme pour pouvoir maintenir les transformations, la question de la coopération et comment on arrive à tenir le cap en coopérant ensemble, la question de la systémie, comment on agit à la fois de manière transversale et aussi en travaillant les sujets de manière systémique et pas simplement en mode expert. Et enfin, comment on évalue la valeur créée? On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est aussi une des dimensions de la mise en récit sur laquelle je reviens tout à l'heure. Donc voilà, en gros, c'est notre référentiel sur lequel on se base aujourd'hui pour la conduite du changement. Et je rentre pas plus dans le détail à ce stade. Mais peut-être déjà, je ne sais pas s'il y a déjà une ou deux questions à ce stade, Pas ou de pas questions pour encore, l'instant, Guy. Benoît, donc tu peux y aller sur les dimensions de la mise en récit. Tu as carte blanche. Ok, excellent. Bon. Eh bien, s'il n'y a pas encore de questions, donc je leur dis, hein, si à un moment donné vous avez des incompréhensions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre dans le chat voilà, vos petites questions et puis on pourra les poser progressivement. Alors, la mise en récit. Je vous ai parlé juste avant des quatre fondamentaux de la conduite du changement. C'est une méthode générale et donc au-delà de cette méthode générale, on a un outil qui s'est déployé, qui est issu de l'expérience notamment de la ville de Los Angeles et d'un travail qui a été mené sur justement cette question de l'utilisation des récits pour transformer le territoire. Donc c'est une méthode plus spécifique que je vais vous expliquer ici, qui est une méthode qui est pas, comment dire,
C'est pas une méthode chronologique, si vous voulez. C'est une méthode où il y a 5 dimensions. Je vais y revenir, qui sont importantes, qui sont interconnectées, qui est un peu comme un instrument, voilà, un instrument à 5 cordes. Et voilà, vous avez les 5, mais c'est mieux si vous utilisez les 5 et que vous pouvez faire une belle mélodie avec ça. Donc l'idée, c'est pas de les prendre juste une par une, ni en ordre chronologique, mais d'essayer de travailler les 5. Alors, peut-être juste un petit rappel sur ce qu'on entend par récit, juste à cet endroit-là pour resituer peut-être ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas, en tout cas quel est notre point de vue sur le sujet des récits. Là, je vous ai mis des propos qui sont issus d'un travail qui est mené par Nicolas Barren, qui est un doctorant qui est à la Fabrique des Transitions et qui accompagne aussi des territoires sur le sujet de la mise en récit et qui est en train de faire sa thèse. Donc, c'est en cours d'élaboration, mais bon, déjà, je suis allé lui piquer quelques éléments qu'il a pu dégoter et sur lesquels il a déjà pu travailler pour simplement poser un peu d'éléments de définition. Simplement pour dire qu'en fait, les récits, c'est quelque chose qui interagit avec le réel. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, il y a un aller-retour permanent entre les histoires que l'on raconte et, euh, et les faits. Et la situation, ce qui est vécu vraiment dans les territoires. Mais un récit, la définition qui est posée là, c'est que c'est une interprétation, une certaine conception des choses et, et donc, en fait, on a des croyances qu'on va pouvoir raconter d'une certaine manière, on va pouvoir enjoliver, on va pouvoir créer des histoires et qui vont, au travers justement des personnes, eh bien, les récits vont pouvoir interagir et faire en sorte que ça va pouvoir créer des situations. Typiquement, le récit qui consiste à dire je suis heureux si je consomme, donc je vais au magasin pour consommer, hein. Donc voilà, en gros, c'est un récit qui aboutit à un acte, et en même temps, eh bien, les actes qui vont pouvoir aussi alimenter les récits. Il se passe des choses, il y a des faits, et les faits vont pouvoir transformer aussi les histoires progressivement. Et donc, en fait, on a un aller-retour permanent entre eh bien, les histoires que l'on raconte et la réalité des faits. Et donc, on a au milieu de tout ça, nous, on a des personnes qui vont pouvoir justement interpréter, mettre, comment dire, transformer justement ces histoires en éléments de réalité, ou peut-être justement les contester ou s'y opposer. Mais dans tous les cas, en fait, on a les personnes qui sont au milieu de tout ça, entre les histoires et les croyances et la réalité des faits. Et donc, la forme minimale. Et donc c'est là en fait l'écueil sur le sujet des récits que nous cherchons à tout prix à éviter, qu'on peut entendre, parce que parfois la question de la mise en récit peut être traduite par storytelling, et donc en gros c'est une histoire que l'on raconte, mais en fait il y a un écueil que l'on souhaite à tout prix éviter, c'est celui du récit descendant, auquel en fait il n'y aurait pas de droit de réponse. C'est ce qu'on peut aussi appeler la propagande. Et donc en gros, quand eh bien c'est juste ça va juste dans un seul sens, c'est-à-dire une personne ou une institution raconte quelque chose, mais en face, on n'a pas la possibilité de réagir, de répondre, de dire mais ce récit ne me convient pas, ou ce récit n'est pas ce que je vis dans les faits, ça ne correspond pas à ma réalité. Eh bien dans ce cas-là, on est plutôt dans quelque chose en effet qui est de l'ordre du storytelling ou de la propagande. Et donc, en tout cas, c'est une manière de communiquer, et donc on peut communiquer de manière descendante pour transmettre à la fois une ambition, une intention et une information, mais par ailleurs, la question c'est quelle place on donne au retour, à la réaction, et ça c'est assez fondamental, et ça fait partie justement des éléments qu'on va pouvoir évoquer tout à l'heure dans les dimensions de la mise en récit. Et donc justement, la mise en récit, c'est quoi au milieu de tout ça? Eh bien, parce que là, donc j'évoquais les récits, voilà, le récit et la place des personnes dans le récit. Et donc la mise au récit, selon Nicolas, eh bien, c'est un processus de communication des histoires, des expériences vécues et des interprétations qui doit pouvoir servir à faire évoluer, qui doit pouvoir servir à transformer.
Et donc, on est dans quelque chose qui n'est pas uniforme, descendant, qui vient d'un endroit pour descendre à l'autre, mais c'est comment, eh bien, on va pouvoir accueillir des récits. Il y a du pluriel tout le temps, en fait. Et vous avez remarqué que dans le titre, hein, il s'agit bien de mise en récit avec un S. Et c'est systématique à la fabrique des transitions. On parle toujours des récits au pluriel parce qu'en fait, on peut raconter une belle histoire, mais en fait, dans la pluralité, dans le quotidien des personnes, il y a toujours une très grande diversité des récits. Et c'est ça qui nous semble absolument fondamental, c'est comment on arrive à constituer au bout du compte un récit commun à partir des récits pluriels. Et comment ensuite, eh bien, ces récits pluriels viennent transformer progressivement notre propre conception à la fois du monde dans lequel on vit et du territoire dans lequel on évolue au quotidien. Donc c'est bien cette communication autour des récits pour faire, pour engager un niveau de transformation. Voilà du point de vue du rappel, je dirais un peu des définitions de ce qu'on appelle récits et de leur place dans les transformations territoriales. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on entend par mise en récit en tant que méthode de conduite du changement. Et donc, dans cette méthodologie, il y a 5 dimensions. Je vous invite, et donc là aussi, un lien vous sera transmis. Il y a un ouvrage qu'on a publié à la Fabrique de Transition il y a quelques mois et qui reprend toutes ces dimensions-là en donnant plein d'exemples, etc. Donc, tout est complètement disponible, évidemment, en ressources gratuites et téléchargeables sur le site Internet. On peut aussi d'ailleurs vous envoyer des publications si c'est nécessaire en version papier. 5 dimensions qui sont, comme je vous le disais, comme les cordes d'un instrument, qui sont à faire vibrer ensemble pour réussir autant que possible et autant que nécessaire à mener des transformations. On a d'abord la mise en trajectoire, la communication sincère, les mots sont importants, l'émergence des récits alternatifs, comment on arrive à les faire émerger, raconter la coopération et enfin évaluer la valeur créée. Donc ce sont 5 dimensions qui sont interconnectées, qui sont en général, qui s'imbriquent aussi les unes dans les autres. Et donc je vais essayer de vous raconter tout ça par des illustrations concrètes qui ont été vécues par des territoires qu'on a eu l'occasion de côtoyer et ou d'accompagner. Alors, juste prendre une petite gorgée d'eau. Alors la première dimension, et non des moindres, parce que, bon, on s'est rendu compte que dans un certain nombre de territoires qu'on accompagne, justement, la chose n'est pas très claire, hein. Comme je le disais, la transition s'est passée d'un état A à un état B, mais bien souvent, en fait, on n'est pas vraiment d'accord sur l'état B. On a dit oui, oui, bah ok, il faut qu'on fasse la transition, très bien. Où est-ce qu'on va? Ah, en fait, en général, c'est pas du tout clair et on a du mal à le travailler. Et souvent, d'ailleurs, c'est parce qu'on n'est pas toujours d'accord et qu'on a du mal à en discuter. Quoi qu'il en soit, en fait, pour avoir ce processus de transformation, vous vous souvenez du schéma tout à l'heure avec l'ancien modèle, nouveau modèle, etc. Eh bien, c'est comment, à l'échelle du territoire, on arrive à se mettre en trajectoire. Se mettre en trajectoire, ça veut dire à la fois qu'est-ce que notre passé raconte, qu'est-ce que notre histoire raconte, et pas du point de vue de l'histoire globale qui est racontée de manière classique un peu sur le site internet de la mairie ou sur Wikipédia, mais plutôt quelle est l'histoire vécue par les gens. C'est-à-dire que, eh bien, chaque personne, en fonction de quand est-ce qu'il est arrivé, il ou elle est arrivé dans la ville ou sur le territoire, où elle a vécu, selon peut-être les milieux qu'elle fréquente, etc. Et donc, d'où est-ce que l'on vient ensemble, quelle est notre histoire et comment les récits eh bien, s'alimentent. Ensuite, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est quoi le problème avec la situation que l'on traverse? Pourquoi il y a besoin de changer? Pourquoi il y a besoin de bifurquer, de transformer? Et enfin, eh bien, où est-ce que on a envie d'aller? Et donc là, on parle de prospective et donc on se projette dans l'avenir. On se définit une étoile ensemble, quelque chose qui nous donne du rêve, qui nous donne envie d'aller de l'avant. Et donc, cette trajectoire-là, cette mise en trajectoire, c'est un des éléments fondamentaux de cette question de la conduite du changement. Alors, pour illustrer ça, eh bien, il y a par exemple le territoire de Felletin dans la Creuse,
qui expérimente aujourd'hui, dans le cadre d'une expérimentation, eh bien, un travail sur le patrimoine. Comment les patrimoines, au pluriel, peuvent être un point d'appui de transformation. Et donc, là, ici, vous avez un schéma dans lequel ils ont fait à la fois le bilan des patrimoines du territoire, patrimoine culturel, patrimoine matériel, patrimoine naturel, etc., pour voir qu'est-ce qui était important pour eux sur ce territoire, qu'est-ce qui était à préserver, qu'est-ce qui avait de la valeur, et ensuite, les défis, les enjeux face auxquels le territoire, est confronté. Et donc, ensuite, comment on connecte ça? Comment on connecte, eh bien, ces patrimoines avec les défis à relever? Et donc, l'idée, c'est de créer une dynamique à la fois économique, institutionnelle, pour justement s'appuyer sur le patrimoine commun, parce que c'est ce qui fait que nous sommes un groupe, voilà, c'est ce qui fait société à l'échelle locale. Nous sommes ce territoire, nous en sommes fiers, c'est notre patrimoine. Et donc, comment? Eh bien, on s'appuie sur cette fierté locale et ce patrimoine auquel on tient pour justement aller de l'avant et pouvoir construire, répondre aux défis qui sont les nôtres. Donc ça, c'est une expérience qui est menée. On envisage de pouvoir avoir de nouveaux territoires qui justement s'appuient sur cette première expérience, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui se passe justement dans cette région. Et qui est très rural, très très rural pour le coup dans la Creuse. Et à contrario, un autre exemple, pas à contrario, mais pour le coup un peu en, en contraste, une autre expérience de mise en trajectoire. Donc là, c'est un programme que j'ai animé pendant près de 3 ans, programme européen Erasmus+. Où l'objectif, c'était de voir comment la mise en récit peut être un outil de transformation dans les quartiers populaires, les quartiers prioritaires. Donc là, vous avez effectivement une image de la couverture de ce guide. Là aussi, il est accessible sur Internet et vous aurez les liens. Et donc, en France, on a travaillé donc, dans la ville de Tours, dans le quartier du Sanitas, qui est un des quartiers les plus pauvres de France, 9000 habitants, qui sont en plus quasiment en centre-ville. Hein, on n'est pas vraiment à l'extérieur, on n'est pas en banlieue, comme on pourrait le dire. Et donc, on est allé travailler dans ce quartier-là pour voir justement comment on pouvait utiliser cet outil de la mise en récit. L'idée étant, en lien avec d'autres pays européens, de produire ce guide méthodologique. Euh, et la première question qu'on s'est posée, c'est ça veut dire quoi la transition dans un quartier populaire? Et en soi, moi, enfin, ça, ça faisait 15 ans que je travaillais sur les questions de transition et je me suis rendu compte que bon, tout ce que je savais du point de vue des modèles, des courbes de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, etc., etc., en soi, quand on arrive dans un quartier où les gens sont, pour la plupart, dans une situation de précarité incroyable, où il y a 90 langues différentes qui sont parlées, où il y a une richesse culturelle absolument incroyable, bon, en fait, vous vous rendez compte que toute la base théorique que vous avez, un peu d'experts, ingénieurs, etc., à cet endroit-là, en fait, vous la mettez un peu en veilleuse. Et donc, vous dites, ça veut dire quoi transition dans un quartier comme celui-là? Et là, ça a dû frotter un petit peu pour se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va aller faire des formations auprès des habitants pour dire, regardez, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre? Ça veut dire ça, la transition? Et on s'est rendu compte que non, en fait. Et donc là, la trajectoire qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que on avait deux modèles qui se côtoyaient dans les quartiers. On avait un certain nombre de personnes qui étaient dans ce qu'on appelait le modèle dominant, c'est-à-dire le modèle de consommation, de compétition, etc., mais qui étaient évidemment insatisfaits, frustrés et en insécurité dans ce modèle-là. Et donc ça, c'était l'essentiel de la population qui était dans ce modèle, mais exclue de ce modèle. Et qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient justement dans les modes de vie alternatifs, mais soit pour des raisons culturelles, soit par nécessité, et donc absolument pas fiers, en tout cas, d'aller récupérer des légumes à la fin du marché ou de devoir faire de l'entraide ou de la récupération. Et donc, on était sur du mode de vie alternatif, mais sans en être fier, en le faisant un peu la tête baissée. Et dans tous les cas, voilà, on essayait de pas trop communiquer autour de ça.
Et donc, pour pas passer trop de temps dessus, on s'est rendu compte que finalement, l'objectif de transition dans un quartier comme celui-là, c'était de faire en sorte que des personnes qui ont des pratiques vertueuses, soit pour des raisons culturelles, soit pour des raisons de nécessité, eh bien, relèvent la tête parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sobriété, quand on parle d'efficacité énergétique, quand on parle d'économie circulaire, on parle de rien d'autre, en fait, que ce qui se pratique dans ces quartiers-là pour un certain nombre de cas. Et donc, comment on arrive à les rendre fiers, à les faire relever la tête et à faire en sorte qu'ils deviennent inspirants pour les autres habitants. Voilà en gros cette réflexion qui a été faite pour dire transition, ça veut dire quoi? Et donc à partir de là, eh bien, les acteurs du quartier se sont mis en mouvement pour dire, OK, notre objectif, c'est que les habitants deviennent fiers d'avoir des pratiques catégorisée vertueuse du point de vue, on va dire, du développement durable. Voilà. Donc, un autre exemple, si vous voulez, de mise en trajectoire dans le quartier, à partir de laquelle, justement, eh bien, les habitants et les acteurs peuvent s'appuyer pour se dire, voilà quel est notre objectif commun, et donc voilà le sens que nous pouvons donner à nos actions. Guy, est-ce qu'il y a déjà des petites questions ou est-ce qu'il n'y a toujours pas? Tous les gens sont totalement captivés par ce que tu dis, donc il n'y a aucune question pour l'instant et c'est très clair. D'accord. Passons à la deuxième dimension. Ok, bon, bah alors c'est parfait. Si, s'il y a pas de questions, je vais pouvoir passer en effet à la deuxième dimension. Juste, pardon, si, juste par contre, une question d'Antoine qui a, attends, du coup, j'arrive pas à lire, qui a Qui a mis en mis en place place ce ce récit? récit en pratique. Alors, c'est une très bonne question. En fait, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu réfléchir à la mise en œuvre d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir cette trajectoire donnait du sens à l'action. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que partout, les acteurs, les institutions ont déjà un plan de charge qui déborde. Tout le monde est saturé de boulot, tout le monde a déjà des calendriers pleins avec des actions qui sont déjà prévues dans tous les sens. Donc le sujet, c'est de dire comment on ne rajoute pas du travail, mais comment on donne plus de sens à notre travail et surtout comment chacun des acteurs ne travaille pas juste dans son couloir, mais concourt au même projet. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont... Alors, il y a un slogan qui a été créé qui s'appelait Volte-face au Sanitas. Et donc, ils ont créé un calendrier Volte-face au Sanitas. L'idée, c'était de dire, eh bien, chaque acteur du quartier a ses propres actions. Là, on a une dynamique qui est celle de rendre fiers les habitants, eh bien, que chaque acteur du quartier puisse venir s'inscrire dans ce calendrier à partir du moment où leur action fait sens avec cette dynamique-là. Et donc, l'idée du calendrier, c'était d'embarquer, si vous voulez, dans un train, parce que bah, chacun en est là où il en est. Mais l'idée, c'était pas de créer encore un autre truc à côté, mais c'est plutôt comment, petit à petit, on arrive à donner du sens aux actions que l'on mène et à faire en sorte qu'on aille tous dans une même direction qui fait sens pour tout le monde. Et donc, création d'un slogan, création d'un calendrier, et petit à petit, les acteurs, dans leurs événements, eh bien, mettent ce même slogan et finalement arrivent à s'articuler comme ça. Je vous avoue on n'a pas encore transformé le quartier, hein. C'est pas vraiment l'idée. En revanche, petit à petit, ça a été un moment qui a été très important pour les acteurs du quartier, de plus courir dans leur couloir, chacun dans son couloir, avec des projets ponctuels pour lesquels ils travaillent ensemble, mais en partant un peu dans tous les sens. Et là, vraiment, on était plutôt dans une dynamique collective. Voilà. D'accord. Merci. Je relais encore une question là, ça arrive, ça commence à fuser. Donc Estelle, bonjour Estelle. Cette trajectoire a-t-elle été élaborée avec les habitants du quartier? Je crois qu'on connaît la réponse. Et quelle méthode pour trouver la bonne, en majuscule et entre guillemets, trajectoire, celle qui va mener à l'efficacité? Et du coup, Céline rajoute quels sont les indicateurs de transformation. Alors, je vous propose pour les indicateurs d'attendre la cinquième Voilà. dimension qui est celle de l'évaluation. Voilà. J'y reviendrai à ce moment-là. Sur la question des habitants, en fait, il se trouve que c'était
un travail un peu particulier. L'objectif de ce projet Erasmus+, c'était de faire un guide méthodologique. Donc, en effet, à cet endroit-là, on a travaillé. Alors, on a mené un travail sociologique d'enquête auprès des habitants, mais c'est vraiment les acteurs du quartier avec lesquels on travaillait en animation. Voilà. Donc, parce que c'était encore une fois un programme de recherche-action, un programme expérimental pour élaborer un guide. Et donc, en effet, l'idée, c'est que ce travail-là puisse être fait par ailleurs avec les habitants. Mais moi, n'étant pas habitant de ce quartier, j'avais pas de légitimité à aller travailler directement avec les habitants. L'idée, c'est que maintenant qu'on a fait ce travail-là, effectivement, les acteurs travaillent avec les habitants pour élaborer la suite. Mais en effet, cette question de à quel moment on implique les habitants et quels habitants, c'est quelque chose d'important. Juste peut-être vous dire que quand on a fait l'événement quand on a publié on a sorti ce guide, eh bien, Il y comment a ça se fait quelqu'un que qui a crayonné Ouais, le- ok, c'est je sais étonnant. Je pas ce vois qui des se trucs de passe. Ouais. très rouge sur la diapo. Euh, Et donc, C'est les habitants du ouais, quartier qui oui, se rebellent. donc à cet événement, l'objectif, c'était de passer le relais. Et donc, on a invité une centaine d'associations, d'habitants du quartier, etc., pour vraiment aller travailler ces questions des dimensions de la mise en récit. Célébration, événement pour marquer l'engagement. Oui, alors en fait, c'est pas. Alors il y a des célébrations avec les événements qui sont dans le calendrier, c'est-à-dire que en effet, l'idée c'est que on va marquer, comment dire, euh, on va marquer chaque élément un peu festif ou qui va dans ce sens-là du même, comment dire, du même logo, du même slogan. On va mettre tout ça dans la même dynamique. En revanche, je ne sais pas vous dire si à ce stade, il est prévu de célébrations spécifiques liées au projet. Je peux pas répondre précisément à cette question sur le point de vue de la célébration. Voilà. Alors Laura nous demande, à partir des différents témoignages, je suppose qu'il y en a eu, comment créer une trajectoire commune et qui décide? C'est en fait la question de la convergence. Ah, qui décide? C'est une bonne question. Alors, je vous propose que aussi on puisse l'évoquer après, parce que la question de la décision va pas vraiment de soi de manière aussi simple. En tout cas, la question de la trajectoire, l'idée c'est que ça soit une trajectoire partagée, mais on va y revenir parce que là, en l'occurrence, on a fait ce travail entre acteurs du quartier, donc il y avait le centre social, il y avait le bailleur social, il y avait la ville de Tours, il y avait un certain nombre d'acteurs comme ça du quartier qui participaient aux travaux, mais c'était pas engageant, si vous voulez, d'un point de vue à la fois réglementaire, du point de vue de la planification, etc. C'était une trajectoire sur laquelle tous ces acteurs-là avaient envie d'embarquer. Après, si on est d'un point de vue institutionnel et qu'on commence à rentrer dans des enjeux de plan climat ou de projet de territoire, etc., à ce moment-là, c'est comment on arrive à construire en effet ce projet de territoire et à un moment donné, qui décide, qui vote. Et là, pour le coup, ça peut être un autre sujet aussi en fonction de l'échelle. Est-ce qu'on est à la commune? Est-ce qu'on est à l'interco? Est-ce qu'on est au PETR? Bon, et là, pour le coup, ça peut se jouer de manière complètement différente en fonction justement du territoire qui prend en charge cette question de la trajectoire. On pourra y revenir, je pense, dans les différentes dimensions qui suivent. Euh, Communiquer sincèrement, c'est la deuxième dimension. Je vais essayer peut-être d'aller un petit peu plus vite parce que je vois que le temps passe. Alors, le sincèrement est important. Il est important et ça va complètement avec la définition que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, un, il ne s'agit pas de raconter un truc qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que une institution qui déciderait d'avoir un plan de communication mais qui n'est pas cohérente dans ce qu'elle met en pratique, dans ses délibérations, etc., etc., en fait, il y a un moment où ça coince. Il y a un moment où ça coince, et donc il peut pas y avoir de confiance, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là. Donc c'est comment, à la fois, on est sincère dans ce que l'on met, et donc on est cohérent avec ce que l'on communique, et aussi, et c'est aussi un élément qui peut être intéressant, c'est dire ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. Parce que, de fait, aujourd'hui,
pour un certain nombre de raisons, on n'est pas vraiment au rendez-vous des niveaux de transformation qui sont nécessaires. Est-ce qu'on est capable de le dire? Est-ce qu'on n'est pas capable de le dire? En tous les cas, c'est aussi un marqueur potentiel de confiance de pouvoir dire, bah, voilà ce qu'on a essayé de faire, et pour telle et telle raison, ça ne marche pas, ou ça n'a pas marché comme on voulait, ou il s'est passé ça à la place. Donc cette question, en tout cas, des limites qu'on a atteintes et de ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est quelque chose qui est important dans la confiance et dans le fait qu'on ne perçoit pas de la communication comme étant juste de la communication institutionnelle, mais comme quelque chose qui est vraiment de l'ordre de quelque chose de sincère et qui sert vraiment à communiquer et interagir avec les acteurs et les habitants du territoire. Donc, l'enthousiasme, c'est l'exemple que je vous pose ici, hein, avec la ville de Los Angeles, rapidement, hein, c'est une ville dans les années 80 qui ne vivait que de la mine, et donc bah, les mines ont fermé, et donc le territoire qui était pollué, sur lequel il y avait plus d'emplois, plus de biodiversité, l'eau qui était quasiment pas buvable, etc. Bref, donc dans un territoire qui était en situation, on va dire, d'effondrement à tout point de vue, eh bien, comment on rebondit? Et du coup, eh bien, ils ont fait ce travail-là. Le slogan, c'est du noir au vert. On est sur un slogan. On est sur un slogan de quelques mots, mais qui pose une intention. Qui pose une intention et qui dit, bah voilà, notre histoire, c'est le charbon. Demain, allons vers les énergies renouvelables, allons vers, etc. Donc, il y a évidemment un travail collectif autour de ça, mais c'est comment on pose aussi un slogan qui exprime une intention claire, qui définit un peu l'étoile vers laquelle on veut aller. Et j'insiste bien à cet endroit-là. C'est, c'est pas de la propagande dans le sens où, au moment où on balance un slogan comme celui-là, c'est comment on reçoit, comment on accueille et comment on se prépare à accueillir des réactions qui sont en désaccord complet avec ça. Soit parce que c'est pas mon quotidien. Moi, j'habite dans un quartier là, c'est que du béton, il y a des déchets qui traînent partout, etc. Alors vous me parlez du verre, aujourd'hui, c'est pas du tout mon quotidien. Ok, très bien. Viens, je t'accueille, je t'écoute, et comment on fait en sorte, eh bien, justement, que les choses s'améliorent ensemble. Et même chose, des gens qui simplement disent, non, mais c'est bon, le verre, c'est bon, c'est les écolos, etc., etc. Bon, bref, et donc, là aussi, euh, confrontation, controverse politique. Et donc, en tout cas, ce qui est important, c'est quand on pose un slogan comme ça, c'est intéressant politiquement parce que ça donne une intention, mais il faut pouvoir accueillir eh bien, les réactions que ça génère et pouvoir en faire quelque chose. Et donc, ça permet aussi donc, cet aspect de communication, c'est comment, en tout cas, aussi, on va pouvoir non seulement faire de la communication institutionnelle, mais aussi donner à voir ce qui se fait sur le territoire et qui est justement, qui va dans le sens justement de ce slogan, de cette intention, de cette étoile, de cette trajectoire qui a pu être définie. Donc, c'est comment on arrive à alimenter par ce que font les habitants et pas uniquement par ce que fait l'institution, la collectivité, mais aussi par ce que font les acteurs, les habitants, les associations eh bien, comment on valorise justement leur engagement au service de cette transformation. Et donc, l'autre exemple que je voulais vous donner, c'était un exemple de média à ce titre qui a été développé dans le Grand Bergeracois, donc dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, où en fait euh, on est sur un média qui a été mis en place justement pour favoriser les transitions et les coopérations. Donc, ça s'appelle le Grand Bergeracois Audacieux. Territoire Audacieux est un média qui a travaillé de longue date avec la Fabrique des Transitions. Et en gros, l'objectif de ce média local, eh bien, c'est de communiquer, ou comme vous pouvez le voir, donc moi, Grand Bergeracois, donc chaque semaine, un portrait d'un acteur qui agit pour le territoire. Territoire engagé, reportage sur les initiatives engagées du territoire. Bergerac demain, c'est la prospective. Comment on a justement des initiatives qui donnent de la vision, comment on peut se projeter dans notre territoire à l'avenir. Et puis aussi les engagements coopératifs et comment justement on a il parle du pôle territorial de coopération, et donc comment les acteurs économiques travaillent entre eux et coopèrent. Et donc, on est vraiment sur un média au service de la coopération qui n'est pas engagé politiquement, au sens, c'est pas un média qui est là pour porter le discours de l'interco,
mais on est sur un média qui est indépendant et qui a pour objectif de favoriser le lien entre les quatre fantastiques et de mettre en valeur ce qui se fait, ce qui se joue sur le territoire. Voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que justement, en allant écouter les acteurs, en allant les entendre, leur donner la parole, etc., et bien que des choses émergeaient, que des coopérations naissaient, juste par l'existence de ce média qui finalement fait une espèce de pollinisation eh bien, sur le territoire entre les différents acteurs et dans la manière de pouvoir interagir de manière positive. Donc voilà en gros l'histoire de la communication. C'est un outil qui est absolument important. L'institution aussi se doit vraiment de faire passer un message, de donner une intention, une ambition. Cette intention peut avoir été bien sûr, et il est souhaitable qu'elle soit construite avec les habitants, avec les acteurs, mais voilà, tout le monde ne participe pas aux réunions, etc. Et donc dans tous les cas, c'est comment on se met dans une dynamique collective et on la positionne clairement dans l'espace public. Et bien sûr, cette question de la communication euh, à la fois transparente et comment, encore une fois, on accueille le message retour qui vient un peu en effet boomerang quand évidemment on fait passer des messages clairs et qui peuvent être marquants et impactants sur le territoire. Alors, je propose, Benoît, parce que je vois que l'heure tourne, de prendre une question, enfin, c'est une question un peu à plusieurs tiroirs, et puis de passer rapidement aux dimensions suivantes. Donc, Antoine nous demande qui finance ce média indépendant et le gère, et Mathieu rajoute qui pilote, qui enrichit le site internet avec l'aval de qui, en gros, voilà, qui manage tout ça, quoi, et qui finance. Ouais, alors le site est géré et c'est le média, comme je vous disais, Territoire Audacieux qui a mis en place ce site avec la collectivité et les acteurs du territoire. En termes de financement, on est sur du public-privé. Mais je ne saurais pas vous dire exactement le modèle économique de ce média. Et je vous invite à aller voir et à contacter Territoire d'Acieux pour vraiment en savoir plus. Et d'ailleurs, je pense que sur leur site internet, il y a déjà pas mal d'éléments, mais j'ai plus vraiment en tête, je vous l'avoue, le modèle économique de ce média. Ce qui est sûr, c'est que même s'il y a un financement évidemment de la collectivité locale, l'idée, c'est d'avoir une indépendance éditoriale et donc, même s'il y a évidemment des éléments issus de l'institution qui sont sur ce site et sur ce média, l'idée, c'est que ce ne soit pas, entre guillemets, un outil de propagande de l'institution, mais bien voilà, quelque chose qui fait émaner des propos et des discours de l'ensemble des acteurs du territoire, même si parfois eh bien, ça peut frotter ou ça peut être critique de l'action politique locale. Et donc, voilà, on est sur quelque chose qui recherche en tout cas une forme d'indépendance. Je ne suis pas certain à ce stade que le modèle économique soit pérenne euh, au sens, voilà, pas besoin de subventions, etc. Et je pense qu'il y a évidemment un financement public autour de tout ça important. Mais voilà, je ne saurais pas vous dire dans quelle proportion. C'est bon, nous pouvons passer à la suite. Allez, Merci. ça marche. La dimension 3, donc faire émerger les récits alternatifs. Donc là, c'est un peu le S des récits. Concrètement, sur le territoire, il y a évidemment des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. À la fois parce qu'on ne vit pas la même chose, on n'a pas toutes et tous le même quotidien, on n'a pas le même rapport au territoire, on n'a pas le même niveau de revenu, on n'a pas le même usage des services publics, le même usage des commerces, etc., de la mobilité. Et donc, on ne vit pas le territoire de la même manière. Et donc, c'est intéressant de pouvoir écouter justement comment les acteurs vivent le territoire et voir comment justement ça va venir raconter quelque chose de vers là où on a envie d'aller. Pour illustrer ce propos-là, je voulais vous parler d'un exemple à Plombières-les-Bains et peut-être vous dire que et donc ça fait partie aussi des mots
qui sont dans la liste là de la dimension 3 sur la question des récits conflictuels, les histoires contradictoires. En fait, coopérer, ça ne veut pas dire juste faire des choses sur lesquelles on est d'accord. Parce que si on pense qu'on va transformer les territoires massivement en faisant juste les choses sur lesquelles on est tous d'accord, sans mettre au travail les désaccords, bah en fait on va rien changer. Parce que concrètement, en fait, des désaccords, il y en a partout et à peu près sur tout. Donc si on ne met pas au travail les désaccords et les controverses, il y a à peu près aucune chance qu'on arrive à être à un niveau de transformation suffisant. On va tous être d'accord pour mettre quelques panneaux solaires sur un bâtiment municipal ou pour faire quelques kilomètres de pistes cyclables. Par contre, s'il s'agit d'avoir une transformation systémique et de faire en sorte que la vie des gens, elle change en profondeur, eh ben, du coup, là, ça va supposer d'aller chercher des choses plus profondes et donc ça va supposer de mettre au travail ces controverses et ces conflits. Et donc, c'est comment on accueille cette diversité des récits, comment on les entend et comment on les met autour de la table justement pour savoir qui parle, d'où, à quel moment, de quelle manière, pourquoi il ou elle dit ceci, dit, il ou elle dit cela, quelle est sa légitimité à le dire. Bon, voilà, en tant qu'habitant, on peut considérer qu'il y a une expertise d'habitant, mais voilà, peut-être que quelqu'un a un propos important, mais que c'est quelqu'un de l'extérieur et qui intervient peut-être simplement pour du lobbying, etc. Donc, c'est intéressant d'instruire les controverses, de les traiter, de les mettre sur la table, justement pour réussir à dépasser les niveaux de transformation souhaités. Et donc là, cet exemple, c'est à Plombières-les-Bains, qui est une ville qui vit actuellement une situation un peu d'effondrement économique, puisque c'est une ville thermale et les thermes ont fermé. Bon, et donc du coup, quand vous avez toute la ville qui dépendent d'une activité économique, avec tous les hôtels, tous les restaurants, etc., où tout est fermé, bah, évidemment, ça génère, si vous voulez, un niveau de tension dans la ville qui est assez palpable, on va dire. Et donc là, c'est l'ancien casino de la ville qui était fermé parce que le casino a été mis à un autre endroit. Et donc ce bâtiment, qui était un bâtiment historique, était en train voilà, d'être tombé en ruine. Et donc la mairie a profité d'une subvention possible, petite ville de demain, pour rénover ce site et en faire un tiers-lieu, etc. Et en fait, à cet endroit-là, s'est trouvé une confrontation entre des personnes qui étaient très attachées euh, à l'ancien plombière, avec ce deuil qui n'est pas fait, avec ce passé fastueux, voilà, où plein de gens venaient au terme, et donc il y avait de la richesse, etc., et où tout était misé sur les termes. Et là, en fait, qui ne sont pas prêts à imaginer que ça devienne un tiers-lieu dans lequel on va avoir plein d'activités différentes, ouverture culturelle, etc. Non, en fait, ce qu'on veut, la priorité, c'est de réouvrir les termes. Donc, vous ne mettez pas un projet comme celui-là. Bon. Et donc, à cet endroit-là, comment, en tout cas, si on admet le fait que le processus de transformation, c'est diversification de l'activité économique, c'est effectivement le fait d'avoir plus d'inclusion, de la diversité culturelle, etc. Quel récit on fait autour de ce bâtiment-là et comment on accueille les récits contradictoires, c'est-à-dire ceux qui disent non, mais en fait, nous, c'est pas ça qu'on veut, nous, ce qu'on veut, c'est le vieux plombière, et ceux qui arrivent à plombière depuis pas longtemps, ou la municipalité qui dit il faut faire autre chose, il faut diversifier. Et donc, plutôt que de se dire bah tant pis, on tient pas compte de ceux qui sont pas contents, eh ben, comment on entend, comment on honore les anciens et comment on les accueille dans ce qu'ils connaissent de ce lieu, de ce bâtiment, et comment justement on les rejette pas en disant bon bah vous c'est le passé, mais comment on les accueille aussi dans la construction du projet. Et donc c'est un exemple intéressant si vous voulez où il y a de la controverse, où il y a de la tension. Et où finalement, eh bien, soit on l'aborde en mode bulldozer et on y va et on avance parce qu'on sait que c'est ça qui est bon pour le territoire, soit on fait attention au vécu des gens et donc on les écoute, on les entend, on accueille ces récits contradictoires pour pouvoir aller de l'avant et faire en sorte que justement, eh bien, on ait quelque chose qui embarque et qui soit beaucoup plus consensuel. Et un autre exemple rapide qui est, eh bien, donc ça c'est un des territoires qui était dans le projet Erasmus+ européen. Donc ça c'est en Espagne.
Et donc, c'est une petite ville dans la banlieue de Murcie, en Espagne, au sud de l'Espagne. Et en fait, la municipalité a décidé, a fait un peu, a proposé à un quartier d'aller planter, de vouloir faire une expérimentation et donc d'aller planter des fleurs un peu partout dans le quartier. Donc ils ont proposé des jardinières, des outils de jardin, du terreau, etc., etc. Et cetera. Et donc ils ont dit aux habitants, bah allez, on vous propose d'aller fleurir votre quartier. Et donc, ils ont filé voilà, tout le matériel, etc. Puis bon, ça a duré 1 mois, 2 mois. Puis petit à petit, la personne qui est venue arroser. Et puis, il y en a qui ont piqué les jardinières. Et puis, il y a du matériel qui a été dégradé. Bon, tout le monde était déçu. La municipalité était déçue, etc. Mais le quartier d'à côté, qu'on n'était pas allé chercher, parce que l'expérimentation était avec l'autre. Eux, ils ont dit, mais attendez, ils font pas avec nous, nous on a envie de le faire, et donc ils ont commencé à enlever le bitume des trottoirs, ils ont commencé à aller planter des plantes à droite, à gauche, etc. Et ils ont fait signer une pétition pour que le quartier soit renommé le quartier des fleurs. Barrio de las Flores, et donc ils ont demandé à la mairie de rebaptiser leur quartier le quartier des fleurs en contestation, c'est-à-dire que vraiment c'était une demande forte et quand on de ces habitants-là qui avaient été laissés de côté par la municipalité qui s'était occupée d'un autre quartier et qui, pour le coup, a poussé une recommandation et qui aujourd'hui continue de vivre. Et donc là, en l'occurrence, moi, c'est un projet assez récent où ils ont décidé d'aller végétaliser un endroit avec une grosse subvention, etc., avec le quartier des fleurs qui donc a été rebaptisé. Donc c'est intéressant de voir que on a regretté de ne pas avoir de la participation habitante à cet endroit-là, en se disant, ah bah quand même, on leur propose des trucs et puis ils font pas. Et puis à côté de ça, en fait, on a un territoire, un quartier où ils avaient envie. Et pour le coup, eh bien, ils se sont sentis délaissés. Donc, de voir comment, dans un cas, ça marche bien parce que ça vient de l'initiative habitante, et dans l'autre cas, ça vient de l'institution et il n'y a pas de répondant. Et donc, c'était intéressant de voir comment, justement, on avait cette double manière de voir comment on implique les habitants. Voilà, à la fois une manière un peu descendante où on aimerait faire participer, puis on voit que ça participe pas. Et d'un autre côté, eh bien, on voit qu'on peut avoir à l'inverse une dynamique et donc comment on accompagne plutôt ces dynamiques d'implication. Donc, oui, Benoît, nous oui, avons, je sais pas, tu avais pas terminé. non, j'ai pas terminé. Ah, excuse-moi. J'ai pas terminé simplement pour dire que euh, ce qui était intéressant, en tout cas dans cette histoire-là, c'est que c'est en menant ce travail sur les 5 dimensions de la mise en récit qu'ils se sont rendus compte en fait de l'importance que la municipalité qui participait à nos travaux qui a percuté sur ce qui s'était passé en fait dans leur quartier. Et donc, depuis, évidemment, ils ont eu une nouvelle manière de l'aborder avec eux. Enfin voilà, bon. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais je te laisse, Guy. Alors, la première question, c'est toujours Antoine, qui est très actif, n'est-ce pas, qui pose une question. Alors, ça a été posé au moment de la présentation de Plombières, hein. Donc, qui a géré la controverse? C'est-à-dire, est-ce que cette gestion a été internalisée ou est-ce qu'il y a eu un tiers de confiance externe? Est-ce qu'il y a des outils méthodologiques à suggérer pour cette partie-là d'accueillir les controverses et les récits alternatifs, en quelque sorte? Alors, il se trouve que on est en train de commencer l'accompagnement de Plombières, c'est-à-dire que justement, c'est sur la base aussi de ces constats-là que Plombières fait partie des territoires dont je pilote l'accompagnement actuellement en région Grand Est. Donc, on est en train de mener ce travail-là, et donc je ne peux pas vous dire ce qui va en ressortir. Il y a un constat, en tout cas, qui est ce qu'il est aujourd'hui, et donc il y a une volonté de travailler là-dessus. Mais en effet, pour ce qui concerne en tout cas une mise au travail des controverses ou des conflits, ça peut être intéressant d'avoir des tiers extérieurs qui sont là, parce que c'est un moyen de mettre tout le monde en sécurité. À la fois les personnes qui justement ne se sentent pas légitimes à s'exprimer malgré leurs désaccords parce que elles sont pas de l'institution, elles n'ont pas forcément la maîtrise de tous les éléments, mais juste voilà, il y a quelque chose qui leur va pas et comment on les met en sécurité pour leur permettre de le poser sereinement. Et puis par ailleurs aussi l'institution qui est partie prenante là-dedans
Et si en même temps elle est à l'animation de la réunion, bah, c'est difficile en effet d'estimer qu'elle va pouvoir être neutre dans ce genre d'animation. Donc en effet, dans le cas du règlement des controverses, ça peut être intéressant d'avoir un tiers extérieur. Et du coup, voilà, il y a des outils comme justement la cartographie des controverses. Je vous invite à regarder ça, qui est notamment un outil élaboré par Bruno Latour, où on va voir justement d'où viennent les controverses. Voilà, qui dit quoi, à quel moment, pourquoi, d'où il ou elle parle, pour bien comprendre, bien qualifier, objectiver, parce que souvent c'est des on-dit. Ah ouais, mais regarde, machin, il m'a dit qu'un tel, il avait fait ça, etc. Bon, voilà. Et finalement, des fois, on se rend compte que, en fait, on a des discours qui sont pas Ok. vraiment objectivés ou des choses qui sont méconnues. On essaiera de mettre la référence de la cartographie des controverses dans les liens. OK? Il y a encore une question de Laura. Mais il y a aussi très méthodologie, combien de séquences, des entretiens collectifs hein, ou individuels, sur quelle période, à partir de combien de personnes peut-on estimer une représentativité des habitants? Donc on la parle, la question qui apparaît à chaque un de nos webinaires, c'est est-ce que les gens qui participent sont bien représentatifs et est-ce qu'ils doivent être représentatifs d'ailleurs de toutes les dimensions des parties prenantes? Alors ça, c'est une question qui est vraiment, vraiment pas simple parce qu'en plus, selon l'échelle territoriale à laquelle on travaille, euh, ça va être extrêmement différent. Parce que là, je trouve que la question, elle se pose pas mal, notamment sur la question communale. Et donc, comment, en tout cas, la municipalité réussit à embarquer des habitants. Mais typiquement, quand on travaille avec un PETR, déjà, c'est comment on arrive à avoir les communautés de communes qui participent au projet de territoire porté par le PETR. Quand on est sur une Comcom, c'est comment la Comcom arrive à embarquer les communes de son territoire pour réussir à avoir une représentativité des communes par rapport aux délibérations, aux projets qui sont portés, etc. Et donc la question de la représentativité se pose différemment selon l'échelle de collectivité à laquelle on se situe. Après, sur le niveau municipal, je crois pas qu'il y ait là non plus une bonne recette. Par exemple, il y a un village qu'on accompagne qui a 200 habitants. Bon, on est parti du principe que sur des réunions, on n'arriverait pas à voir tout le monde. Et donc, le travail qui a été mené par notre allié qui est intervenu sur le village, qui était une situation très conflictuelle, c'était de prendre la représentation, enfin la diversité du village selon l'INSEE, en disant voilà quelles sont les catégories d'âge, quelles sont les catégories socio-professionnelles, etc., etc., et de constituer un groupe représentatif au sens de l'INSEE de ce qu'est le village. Bon, voilà. Et donc là, pour le coup, on était sur quelque chose qui était, on va chercher des gens en fonction de ce qu'ils peuvent représenter du point de vue de la typologie de personnes. Mais il n'y a pas vraiment en fait de bonnes recettes. Et si on travaille par exemple avec la ville de Montpellier, on se rend compte que la question de la représentativité des habitants, elle se pose pas du tout de la même manière. Donc là, j'ai pas de la bonne recette. Il y a vraiment une réflexion à avoir à chaque fois par typologie de situation et par dimension de territoire. Je propose de prendre encore une dernière question sur cette Oui. partie, mais que je vais résumer parce elle est assez longue. Et puis, il y a un autre témoignage qui est plus qu'une question que tout le monde pourra en prendre connaissance. Donc, c'est Sabine qui pose la question de l'agriculture avec les difficultés et les récits, les controverses qui émanent lorsqu'on s'adresse au champ, à l'agriculture en général. Et donc, Ouais. qu'est-ce que dans les expériences de la fabrique, ou quelles qu'elles soient, il y a eu des expériences réussies qui intègrent toutes les agricultures, y compris la question de l'agriculture industrielle? Et je Ah. pense, Ah, là, c'est une question qui mériterait en soi un webinaire d'une heure et demie, je crois. Alors, c'est intéressant parce que pour le coup, il y a un autre territoire qu'on accompagne en Grand Est, là, qui est un PETR et qui veut travailler sur la mise en place d'espaces tests agricoles. Et la question clairement se pose sur le positionnement de la Chambre d'agriculture, sur justement les typologies d'acteurs entre plutôt des personnes qui perçoivent voilà l'agriculture au sens voilà la permaculture ou l'agriculture biologique sur des petites unités maraîchères, etc. Et par ailleurs effectivement une agriculture plus grande culture ou agriculture industrielle. Et on a effectivement des modèles qui ont du mal à être compatibles. Et je vous avoue que
ça va être, je ne sais pas aujourd'hui comment va se passer ce travail-là. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Il y a, en tout état de cause, un certain nombre d'expériences qui existent certainement, mais je les ai pas en tête. Je peux pas vous les partager. Je peux, en tout cas, au sein de la Fabrique des Transitions, c'est sûr qu'il y a des alliés qui travaillent sur cet aspect, notamment dans notre conseil d'administration. On a Solagro, qui est une association basée à Toulouse et qui travaille beaucoup sur aussi cette confrontation des modèles agricoles. Donc, j'ai pas de recette à vous proposer. On travaille dessus. Il y a des expérimentations en cours, mais ça fait exactement partie des sujets. C'est-à-dire que on est sur des acteurs qui sont incontournables. Donc, clairement, on ne peut pas faire sans quoi la situation est bloquée. Et donc, comment on arrive à travailler ensemble alors qu'on a une vision de l'avenir qui est extrêmement diverse et là, voire même opposée dans certains cas. Ça fait partie aussi Ouais. du travail sur la mise en Ok. trajectoire, etc. Bon, il faut que Benoît, j'avance parce qu'il me il nous reste reste. à peine une quinzaine de minutes pour les dernières dimensions et la conclusion. Exactement, ouais. Je vais avancer sur. Elles vont être peut-être un peu plus rapides, ces deux dimensions. Alors, il y a la question de la coopération. Et c'est comment, en tout cas, comment vous vivez, vous, dans vos missions, dans vos compétences, dans vos responsabilités, le sujet de la coopération. C'est-à-dire, est-ce que c'est fluide? Est-ce que vous travaillez bien avec vos niveaux hiérarchiques supérieurs? Est-ce que vous travaillez bien avec l'élu de la délégation d'à côté qui est pas du tout sur le même sujet? Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait, il ou elle sait ce que vous faites? Et concrètement, aujourd'hui, quand on fait des, alors, la Fabrique des Transitions, dans la plupart des territoires qu'on accompagne, on fait une analyse sensible. On va faire des entretiens individuels notamment pour évaluer ce niveau de coopération. Et on se rend compte que partout, il y a des blocages. Partout, il y a des blocages, c'est entre les services, entre les élus et les services, on n'arrive pas à discuter avec l'État parce qu'ils sont là juste pour imposer leurs règles, alors qu'avant, ils nous accompagnaient dans les projets, mais ils n'ont plus les moyens, etc. Donc finalement, on n'arrive plus à communiquer. Et puis, il y a la maire qui n'arrive pas à s'entendre avec la présidente de la communauté de communes, donc finalement, on n'arrive plus à discuter, donc le sujet de la mobilité, on n'arrive plus à le traiter. Enfin, et à peu près partout, en fait, il y a des sujets de coopération, de blocage, qui font que là aussi, donc on revient à cette question des quatre fantastiques. C'est-à-dire que si on ne met pas ces sujets-là sur la table, eh ben, c'est pas toujours facile. Alors là, c'est bien quand il y a un tiers extérieur qui vient et qui le pose sur la table et qui dit, bah, sinon, là, à quel moment vous vous parlez? Parce que si vous vous parlez pas, bah, en fait, vous n'allez pas pouvoir avancer. Mais s'il y a des fois personne d'extérieur qui vient le poser sur la table, des fois, on a du mal à le faire émerger. Donc, quelle introspection vous faites, vous, dans vos territoires, quel que soit votre niveau de collectivité, pour vous dire, OK, euh, comment on travaille, est-ce que ça se passe bien, etc. Et comment ça coince. Ça peut être aussi, d'ailleurs, entre deux collectivités entre elles, qui vont mener des entretiens chez l'une, chez l'autre, pour justement être un peu tiers extérieur, mais qui vont pouvoir justement essayer d'observer à quel endroit il y a des points d'appui, des trucs qui fonctionnent super bien et puis des endroits où il y a des points de blocage, où si vous décoincez pas ce truc-là, eh ben, ça va pas fonctionner. Et là, donc simplement pour parler du pair à pair, qui est aussi un des dispositifs qu'on porte à la Fabrique des Transitions, créer des espaces dans lesquels les agents parlent entre eux, les élus parlent entre eux, les acteurs socio-économiques parlent entre eux, les agents de l'État territorial parlent entre eux. Et ensuite, une fois que eh bien, tout le monde est tombé d'accord sur bah, ce qui va bien, ce qui va pas, etc. On rassemble tout le monde dans ce qu'on appelle l'agora des cadres fantastiques. Et c'est comment nous, en tant qu'agents, eh bien, on exprime notre besoin aux élus. Voilà, parce que nous, mais moi, agent tout seul, avec mon devoir de réserve, de loyauté, etc. Bon, bah, du coup, je me tais. En revanche, l'ensemble des agents qui peut travailler dans un format collectif peut aussi, dans un espace sécure, eh bien, adresser aux élus de la collectivité le fait que, bah ouais, il y a besoin que vous priorisez mieux que ça les actions, parce qu'on a des plans d'action jusque-là, mais en fait, on ne peut pas avancer parce qu'on a beaucoup trop de choses et on n'a pas assez de moyens. Bon, comment vous priorisez mieux les actions, etc. Et donc, comment on arrive à faire comme ça, remonter des choses qui sont vécues, qui sont ressenties par chacun des pairs, et réussir à créer ces espaces un peu de confiance dans lesquels on va pouvoir discuter de ce qui va, de ce qui va pas. Bon, et ça peut être intéressant aussi, par exemple, au sein même de l'administration, les différents niveaux hiérarchiques qui discutent entre eux.
Non, bah voilà, les DGA, les chefs de service qui discutent entre eux, etc., et qui parlent de problématiques qui vivent peut-être de la même manière au sein de la collectivité. Donc c'est intéressant de créer ces espaces parce que ça peut permettre de se rendre compte que on a des problématiques partagées, des problématiques qui peuvent être vécues de la même manière par d'autres personnes, et peut-être aussi trouver des moyens d'améliorer les choses. Et donc là, voilà, c'est un exercice qu'on a fait sur le sujet de la coopération. En fait, tout le monde a une idée de la coopération. Et si on fait le tour là, on dit, ah, est-ce que vous avez l'habitude de coopérer? Oui, bien sûr. En fait, on coopère tout le temps, tous les jours, parce que tous les jours, on travaille avec des gens. Et donc, mais souvent, c'est de la coopération ponctuelle, de projet. Mais concrètement, sur un territoire, si on veut vraiment rentrer dans une logique de coopération avec les quatre fantastiques, ça veut dire que il faut qu'on tire les leçons aussi de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas dans nos processus de coopération vécus. Et donc, ce projet-là, on a essayé de le faire ensemble, bah, ça n'a pas bien marché. Faut qu'on se le dise, hein, ça n'a pas bien marché. Bon, pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, bah parce que les élus, ils ne se sont pas parlé. Du coup, nous, les agents, eh ben, on n'arrivait pas à savoir finalement ce qu'il fallait faire. Donc, il n'y avait pas d'arbitrage, etc. Bref, ok. Donc, ça veut dire que si on doit mettre en place la coopération, un des ingrédients, c'est que les élus se parlent et soient en capacité d'arbitrer pour que les agents aient les idées claires, etc. Bref, en tout cas, on arrive à identifier, à tenir compte de nos expériences passées du point de vue de la coopération pour voir quelles sont les clés de la réussite de la coopération à venir. Voilà, je ne m'étends pas plus parce que on manque de temps, mais en tout cas, c'est important de faire cette phase un peu d'introspection et de voir comment justement dans les vécus de chacun, eh bien, il y a une manière de percevoir la coopération qui est différente et que justement on peut essayer d'aller régler des problématiques, mais pour ça il faut créer les espaces qui permettent à la parole de se libérer et permettre les espaces d'expression pour que les choses puissent être résolues. Je ne sais pas si on prend une question ou si je passe directement à la dernière dimension pour On va terminer. prendre la suite, oui. Ouais, On continue. parce il reste peu de temps et puis je voudrais peut-être laisser un peu de temps à Céline pour le temps de conclusion. Mais la cinquième dimension, c'est évaluer la valeur créée. Pour reprendre l'expression de Julien Perdrija, qui était chargé de récit à Los Angeles, puis directeur de cabinet, puis qui est maintenant le directeur de la Fabrique des Transitions, euh, tout ce qui compte vraiment ne se compte pas toujours, mais se raconte. On a vraiment une habitude de faire des bilans chiffrés, quantitatifs de nos actions. C'est la question des indicateurs dont Céline parlait tout à l'heure. C'est quoi les bons indicateurs de la valeur créée? Quelle est la valeur que nous voulons créer? À quel moment on considère que la transformation du territoire est en train de se passer? Je vous avoue que pour nous, c'est un défi, hein, Fabrique des transitions. Quand on accompagne un territoire pendant un an et demi, au bout d'un an et demi, le territoire, il n'est pas complètement transformé. On ne peut pas dire ça. Pourtant, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans les têtes, des choses qui se passent dans les processus coopératifs, dans la manière de travailler ensemble, dans la vision qu'on a de l'avenir, dans la vision qu'on a aussi des autres acteurs avec lesquels on travaille. Donc, il y a des choses qui se passent, mais comment on arrive à les repérer, ces choses-là? Et donc, cette manière de révéler les choses, c'est fondamental, parce que l'évaluation, ça sert à quoi? Bon, ça sert éventuellement à justifier un financement ou une subvention, mais c'est pas que ça. C'est aussi un élément correctif. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ok, si je donne la parole et qu'on me dit en fait non, c'est nul, ça ne servait à rien ton truc, bon, ok, peut-être qu'il va falloir que j'opère différemment. Mais ça peut être de l'inspiration, c'est-à-dire que quand vous avez un verbatim, un témoignage d'une personne qui vous dit, mais attendez, moi là, en fait, cette expérience qu'on a vécue ensemble, ça a juste complètement changé mon quotidien. Et aujourd'hui, dans ma manière de travailler avec mon collègue, c'est complètement différent. Ah, moi, en tant que DGS, j'allais jamais au bureau municipal. Je me sentais pas légitime à y aller. Bah, aujourd'hui, je vais au bureau municipal et je suis aujourd'hui au courant de ce qui se passe, alors qu'avant, je l'étais pas. Bon, c'est des petits trucs comme ça que vous pouvez pas mettre sur du quantitatif. Et donc, quelle place on donne à ces récits, comment on révèle ce qui se passe, ce qui se transforme, parce que quand on parle de transition, on parle de changements qui peuvent être petits, qui sont dans les modes de vie, et donc cette révélation, elle est extrêmement importante pour inspirer,
pour voir que les choses se passent. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut créer des espaces particuliers qui sont pas des tableurs, malheureusement, ou des PowerPoint qui vont permettre justement d'avoir des graphiques en pagaille. Et donc là, simplement, en exemple, je vous citerai justement ce qu'ils ont mis en place à Los Angeles, c'est les ch'tis TEDx. Alors, TEDx fait référence aux conférences, vous savez, les conférences TED et les conférences TEDx qui sont dans un format assez calibré où justement un certain nombre de personnalités vont pouvoir exprimer voilà, leur histoire, leur vécu, etc. pour inspirer. Et là, en fait, on est simplement sur des conférences un peu du même type, mais où simplement c'est des habitants qu'on va inviter à dire ce qu'ils pensent. Et parfois, ça peut être très critique à l'égard, encore une fois, de l'institution ou des politiques publiques qui sont mises en place. Mais dans tous les cas, c'est une manière de révéler, c'est une manière d'évaluer ce qui se passe, ce qui se vit dans la tête des gens. Voilà, là, cette personne-là, elle a décidé de se mettre à la map alors qu'elle avait jamais acheté bio de sa vie. Et là, maintenant, elle a un panier toutes les semaines et donc, eh ben, elle va pouvoir le partager là. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Ah bah oui, bah maintenant, je cuisine de manière différente, effectivement, parce que je suis obligé de faire avec le panier qu'on me donne, etc. Et comment on raconte ça et comment ça vient inspirer aussi des habitants sur le territoire. Donc, voilà, important de créer des espaces pour justement révéler des choses. Et enfin, dernier exemple, je reviens dans le quartier du Sanitas, dont j'ai parlé tout à l'heure, et je vous ai parlé de ces gens qui faisaient des choses tête baissée, peut-être par nécessité. Et par exemple, eh bien, il y a un marché plusieurs fois par semaine au Sanitas, et il y avait des personnes qui n'ont pas de quoi se payer à manger et qui allaient récupérer les légumes eh ben, qui finissaient à la poubelle, donc une sorte de glanage en fait de fin de marché. Et en fait, le centre social a décidé de s'appuyer là-dessus pour dire, mais faisons-en en fait une activité vertueuse en fait. On est dans la réduction des gaspillages alimentaires, on est dans une forme voilà, de recyclage, d'économie circulaire, ce qu'on veut, bon bref. Et donc, ils ont décidé de l'institutionnaliser, ils ont ramené des barnums, et puis avec les personnes qui étaient là, eh bien, ils ont organisé la récupération des invendus du marché. Ce qui fait que les personnes qui faisaient ça avec la capuche sur la tête basse, et qui récupéraient ce qu'elles pouvaient en fin de marché, eh ben, elles sont devenues bénévoles dans le truc. Ils ont commencé à mettre en place des systèmes de tickets et donc tous les habitants peuvent venir récupérer des tickets pour avoir un panier gratuit qui a été fait par les bénévoles du quartier. Et aujourd'hui, vous avez la presse qui débarque, vous avez le député de Tours qui vient faire une récupération le matin. Autant vous dire que les habitants qui faisaient la même chose, la tête basse quelques mois avant, et qui se retrouvent à faire ça à côté du député avec les caméras de la presse qui sont en train de regarder, etc., parce qu'on est sur un truc vertueux, bah en fait, sur un même élément, en fait, vous changez complètement de regard. Et ben ça, comment vous le racontez? C'est pas dans un tableur que vous pouvez mettre ça. Ça veut dire que ça va être dans du verbatim, ça va être dans de l'interview. Vous allez écouter ces gens qui interviennent, qui avant avaient un peu honte de le faire et qui aujourd'hui sont devenus fiers parce que bah la vache, c'est quand même super ce qu'on fait, il y a tout le monde qui vient nous rejoindre, etc. Bah, comment vous révélez ça? Comment vous créez l'espace pour entendre, pour écouter ce qui se dit? Voilà, c'est un autre exemple que je voulais partager avec vous parce que justement, ça illustre un petit peu qu'est-ce qui se passe, qui peut se passer dans la tête des gens, ces transformations qui sont des transformations sensibles et qu'on n'a pas toujours l'habitude justement voilà, de mettre en valeur. Et ben, il faut travailler cet aspect-là. Voilà, en gros, pour la cinquième dimension de la mise en récit, cinquième et dernière dimension. Et donc, je terminerai là-dessus juste pour vous dire qu'il y a plein de ressources, hein. Vous allez sur le site de la Fabrique des Transitions, vous aurez tous les liens. Donc ça, c'est le guide les cinq dimensions de la mise en récit qui sont très détaillés avec plein d'exemples. Donc je vous invite à le télécharger. Et puis, toutes les ressources dont je vous ai parlé, les quatre fondamentaux de la conduite du changement, les quatre fantastiques des territoires en transition, les questions d'approche systémique, la mise en récit des projets de transition, etc. Tout ça, vous le trouverez en ressources libres, complètement disponibles sur le site de la Fabrique des Transitions. Donc, n'hésitez pas à aller glaner ce que vous voulez. Voilà, il y a plein de ressources, donc c'est à votre disposition. Puis, il y a aussi une page YouTube où il y a pas mal de conférences et d'interventions qui expriment tout ça. Voilà. Et puis, bah, du coup, je veux bien s'il y a des questions aussi sur l'évaluation, parce que je suis passé directement à cette partie-là. Mais Alors, il y a
pas vraiment de questions. Si, il y en a peut-être une à la fin. Antoine propose de couper l'enregistrement après la conclusion et de garder quelques minutes après, hein, pour les questions subsidiaires, si Benoît est toujours disponible après. Et par contre, il y a quand même Kevin qui demande si les récits et les valeurs semblent pas réconciliables, comment on fait, quoi? Est-ce qu'on impose le bien commun ou est-ce qu'on poursuit la mobilisation participative jusqu'à ce qu'il y ait un consensus? Ouais. Et, Euh, et dernière question peut-être, Estelle demande s'il y a une limite à la taille du territoire sur lequel on peut utiliser ces méthodes, parce qu'on a parlé de quartier, commune, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la région, quoi, en termes d'espace de mise en récit? ouais, ouais, c'est une bonne question. Alors sur la première, je vais devoir avouer que évidemment, je suis moi-même très déstabilisé par la période qu'on est en train de vivre actuellement, avec un peu le choc des valeurs et ces mondes qui se confrontent. Et pour moi, c'est un vrai sujet. Et c'est quand on a fait notre Assemblée des Alliés en fin d'année dernière. Sur les questions de post-fascisme et post-croissance, sur les nouveaux modèles économiques, mais aussi les enjeux politiques qui supposent sur les craintes liées aux enjeux démocratiques qui sont en train d'émerger très très fort et plus qu'émerger d'ailleurs. Voilà, je crains de ne pas avoir une réponse simple à cette préoccupation-là, parce que de mon point de vue, et ça rejoint aussi la question sur les modèles agricoles, hein, d'une certaine manière. Quoi qu'il en soit, ce qui me semble intéressant dans le fait de repositionner ça dans le territoire, c'est-à-dire que on peut, on peut avoir une vision de la société dans son ensemble très différente et en même temps tomber d'accord sur l'avenir de notre territoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que typiquement, on voit bien que par exemple, le vote extrême droite, il y a, il y a plein de communes où en fait on a un maire d'une commune qui va être plutôt peut-être écolo ou etc. Et où par contre le vote à l'échelle nationale ou européenne va être plutôt extrême droite. Et donc on voit bien que selon les niveaux d'échelle auxquels on travaille, on peut avoir des niveaux de préoccupation qui ne sont pas les mêmes et on peut avoir des visions qui ne sont pas les mêmes. Et donc, le travail à l'échelle locale de la mise en trajectoire, c'est quelque chose d'assez important. Et enfin, et je termine sur la réponse liée à l'échelle à laquelle on peut travailler. Nous, on essaye de travailler, on travaille avec les régions, c'est-à-dire que dans ce processus de cohorte régionale qu'on a mis en place, on a embarqué les deux régions, on travaille avec les conseils régionaux. Mais en fait, on se rend compte que plus on monte en fait dans les échelons, et plus ça devient cloisonné, plus ça devient difficile en fait de réussir vraiment euh, à accéder vraiment à de la systémie, de la transversalité, etc. En tout cas, de notre point de vue extérieur, parce que les enjeux politiques sont pas tout à fait les mêmes. En revanche, c'est notre ambition, c'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir travailler le multi-échelle autant que possible. Parce que les communes ont besoin des intercos, qui ont besoin des PETR, qui ont besoin des départements, qui ont besoin des régions, et que tous ces gens-là sont complètement interconnectés avec des imbrications en termes de compétences, etc. Et qu'il y a besoin de travailler ce multi-échelle. Et Hein. notre ambition, c'est de faire remonter à l'État le fait que justement, il y a besoin de ces interconnexions, qu'on ne peut pas être dans du descendant, mais qu'on a besoin justement de faire émerger des territoires, justement ces récits qui ressortent, qui viennent de l'expérience partagée. Merci Benoît. Donc on est juste et je passe la parole à Céline qui va nous faire peut-être un petit mot de conclusion et peut-être laisser poser des questions dans le chat Oui, pour la alors suite. donc déjà merci Benoît pour cette intervention. Non, je vais conclure par deux questions que je vais poser aux participants et participantes et je vais vous demander de répondre dans le chat. Donc aux deux questions. Donc la première question, c'est important pour nous, c'est important pour Benoît. Donc c'est au regard de cette intervention, de cette conférence, j'aimerais que vous nous partagiez à travers le chat une chose que vous retenez s'il vous plaît, une chose que vous retenez, une pépite, quelque chose qui vous a posé question, quelque chose avec lequel, une chose avec laquelle vous n'étiez pas d'accord, mais je vous invite, donc on se donne une minute maximum pour contribuer à travers le chat. Et la deuxième question
est la suivante. À partir de ça, et voilà, peut-être de votre histoire, de ce que vous mettez en place dans votre mission, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Qu'est-ce que ça vous donne envie de tester? Ce qui vous a été raconté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? À nouveau, je vous invite à nous le partager via le chat. Merci C'est- beaucoup. c'est- Merci. C'est moi une conclusion que l'annonce du prochain webinaire qui fera intervenir la ville d'Annemasse pour son projet Annemasse 2050. Alors la date n'est pas encore déterminée, ça sera probablement début juin et vous serez avertis par les canaux habituels et même que ceux par lesquels vous avez eu connaissance de ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous à dans 2 mois à peu près. Merci à tous et à toutes. Et Bon, donc, avant de merci. passer la parole à Benoît pour une petite un retour à chaud sur son impression, je voudrais juste signaler que s'il y a des personnes qui, comme dans le chat, nous ont signalé des initiatives qui mettent sur le terrain, qui veulent partager, Guy et moi sommes effectivement à l'écoute pour retrouver des exemples concrets de témoignages de gens, comment ils ont fait, leurs difficultés, pour partager ça. Donc, je passe la parole à Benoît. Je rappelle qu'on va couper l'enregistrement et après, on aura un petit temps d'échange informel si besoin. Benoît, merci. Oui, bah merci beaucoup. Et puis je vois dans les mots en effet que vous mettez qu'il y a des voilà il y a des choses en tout cas que vous retenez et qui sont pleins de mots-clés sur lesquels enfin qui sont hyper importants dans la conduite du changement qu'on porte. Donc, c'est très intéressant pour moi simplement de lire ces mots-là. Vous dire que au niveau de la fabrique des transitions, on a ce qu'on appelle, on a des permanences régulières, on a des journées d'initiation aussi, qui sont des matinées d'initiation, où justement on peut voilà, évoquer les questions des quatre fondamentaux de la conduite du changement, etc. Donc, on a des webinaires réguliers aussi pour, si vous voulez rentrer plus dans le détail des principes qui sont portés par la fabrique des transitions. Et quoi qu'il en soit, dans tous les cas, vraiment encore merci beaucoup à toute l'équipe de m'avoir donné la parole sur cette séquence. Et puis merci d'avoir réagi, d'avoir aussi posé toutes ces questions très pertinentes et intéressantes. Et c'est en toute humilité aussi, parce que pour moi, voilà, la posture d'humilité dans cette période et face aux enjeux auxquels on est confronté, qui semble s'imposer aussi. Donc voilà, j'ai pas évidemment réponse à tout, mais l'idée, voilà, je suis très heureux d'avoir pu partager en tout cas cette expérience de la fabrique des transitions avec vous aujourd'hui.